bienvenue sur une 14e session Intimus, le webinaire qui accompagne l'intimité relationnelle et sexuelle en temps de confinement. Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains au travers de la plateforme Zoom. 3 thèmes seront abordés durant les différents webinaires. Garder une bonne santé sexuelle en temps de confinement grâce aux valeurs relationnelles, couple et coronavirus, le confinement comme possible terrain pour les violences. Les lundis, mercredis et vendredis, nous accueillons un ou une experte pendant 1 heure de temps, le temps d'aborder un thème en relation avec cette période de confinement. Je suis Grace Takash, je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions dans le chat à animatrice. Vos questions sont bien entendu anonymes, donc soyez nombreux à participer. Nous avons parlé lors de nos précédentes sessions Intimus de l'intimité sexuelle au sein des couples et pour ceux confinés seuls ou à distance. Nous allons aujourd'hui parler de l'intimité au sein d'un confinement familial. Comment être intime l'on est confiné avec un bébé, des enfants en bas âge, des adolescents, voire même avec des jeunes adultes, eux-mêmes en couple. Quelle place pour l'intimité du couple? Quelle place pour le corps? Comment inclure les enfants dans cette intimité relationnelle? Et quelles sont les limites de l'intimité et de l'inclusion? Le temps et la proximité unique dans lesquels nous sommes actuellement sont probablement une opportunité pour une évolution de chaque membre du groupe familial vers plus de responsabilités partagées. Pour aborder cette question aujourd'hui, nous accueillons avec très grand plaisir Martine Potencier, ma sœur kinésithérapeute et sexologue. Bonjour Martine. Bonjour Grace. Martine, pour commencer notre session ensemble et pour cadrer cette session, bien entendu, nous parlons aujourd'hui du groupe familial en temps de confinement, mais toutes les familles ne sont pas vraiment composées de la même manière. Certains sont des jeunes parents avec des bébés, avec un bébé, d'autres sont des parents d'adolescents, certains sont recomposés avec des enfants en garde partagée. Est-ce que ce confinement va affecter tous ces types de familles de la même façon? Oui, je voudrais insister d'emblée sur le contexte dans lequel, effectivement, la vie, l'intimité, la vie du couple et dans la famille est particulièrement mise en épingle, enfin, mise en évidence, puisqu'il s'agit d'un partage 24 heures sur 24, ou presque en tout cas. Donc, c'est le contexte dans lequel la vie du couple va s'inscrire qui est prédominante d'abord. C'est-à-dire que, moi j'aimerais dire, il ne faut pas rêver pour pouvoir désirer. C'est-à-dire déjà regarder en face les circonstances dans lesquelles le désir va pouvoir s'exprimer et puis l'intimité se partager dans le couple. Mais bien entendu, une famille, c'est un groupe et dans lequel confiné, hein, et il va falloir gérer tous ces besoins, tous les besoins du couple. Alors, le jeune couple très amoureux avec un petit bébé qui dort beaucoup va sûrement trouver un espace ou des espaces pour pouvoir échanger son intimité, bien que, bien entendu, la proximité de l'accouchement crée une situation particulière. Mais bon, c'est l'histoire du couple de toute façon, qu'il soit confiné ou pas. Après, quand les parents sont avec des enfants en bas âge, qui sont dans les apprentissages essentiels, c'est sûr que la vie demande une gestion constante par rapport à la demande des enfants et le couple fait ce qu'il peut en général dans ce cas-là, hein, puisqu'il y a aussi la fatigue, l'apprentissage et la fatigue qui est associée à cet apprentissage, justement. Et qu'est-ce qui risque d'avoir le plus d'impact? L'anxiété vis-à-vis de la pandémie, le rapprochement physique? Est-ce que l'intimité du couple peut être réellement remise en question dans ce confinement? L'anxiété, ça dépend des circonstances. C'est sûr que si la famille, si d'abord l'un des
une personne du couple est touchée par la maladie, c'est pas du tout la même chose que si il n'y est pas, s'il y a des gens dans la famille qui sont malades. Aussi, bien sûr que l'anxiété est beaucoup plus aiguë dans ces cas-là. Après, c'est aussi une question de personne. Il y a des gens qui sont anxieux, d'autres pas. Voilà. L'impact de ce confinement, c'est beaucoup une histoire de circonstances, de caractère. Les couples conflictuels, les familles avec des adolescents qui sont en crise, ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile à gérer que des enfants qui sont dans une période d'apprentissage, d'identification aux parents, bien que, bien sûr, l'enfant a besoin de s'exprimer et c'est quelque chose à gérer de toute façon. Mhm. Et pour redéfinir un peu l'intimité dans un couple, qu'est-ce que l'intimité dans un couple? Joël Mignot avait parlé d'un jardin secret partagé mercredi passé, mais est-ce que c'est aussi le fait d'avoir des rapports sexuels ou aussi peut-être des caresses, des attentions? Voilà, comment peut-on redéfinir cette intimité dans le couple, surtout en temps de confinement? Dans ce contexte, effectivement, l'intimité est réduite à des moments très, très, très précis, c'est-à-dire probablement l'intimité sexuelle, en tout cas dans la chambre à coucher, peut-être aussi dans la salle de bain, mais en dehors de ça, avec les enfants et peut-être les jeunes adolescents et peut-être les jeunes couples aussi d'adolescents qui sont sous le même toit, peut-être des fois aussi des grands-parents. Bien entendu que là, on est dans une situation de groupe qui va orienter, on va dire, l'intimité du couple dans une sorte de relation parallèle qui va se manifester comme ça se manifeste par ailleurs, c'est-à-dire dans des petits signes, une complicité, des choses qui sont manière de dire je suis là, j'existe, j'ai besoin de toi, je pense à toi, je te désire. Et effectivement, dans l'intimité, dans le confinement de l'appartement, de la maison, il faut que les signes ne soient pas trop non plus envahissants pour les autres, parce qu'il s'agit du respect aussi de chacun. Chacun n'est pas dans les mêmes possibilités d'échange. Donc, il faut en tenir compte et respecter la limite de l'autre. Mhm. Et comment préserver justement cette intimité? Vous avez justement parlé de signes de complicité pour tisser une vie parallèle ou maintenir aussi une ambiance adulte entre les parents. Est-ce que cela se réduit à trouver un temps sexuel lorsque les enfants se couchent, par exemple, ou est-ce qu'il est vraiment très primordial de donner de l'importance à ces signes et à ces complicités et d'en développer davantage des signes dans ce temps de confinement? C'est-à-dire, c'est quand la situation est acceptée complètement, c'est-à-dire de regarder les choses en face. C'est-à-dire, et, étant donné qu'il n'y a pas la possibilité de la spontanéité, il faut accepter d'être, je dirais, des parents responsables et de mettre de côté les petits besoins immédiats. Hein. Donc, ça peut être un frôlement, un clin d'œil, une petite caresse légère, quelque chose qui dit quelque chose, mais sans plus, quoi. Enfin, et puis s'il y a besoin de donner d'autres, dire des choses, pourquoi pas utiliser un SMS, pourquoi pas utiliser un petit coup de fil, un petit accrochage, un petit coup de colère, et puis l'autre s'en va dans une pièce d'à côté, et puis on va dire, bon, mais il va bouder, et ça va durer des tonnes de temps, ça va être dur, comme d'habitude, de dire comme ça, pourquoi pas envoyer un petit SMS ou un petit coup de fil, et puis lui dire, écoute, ce que je regrette aujourd'hui, là, j'ai pas tenu compte de toi, et j'ai envie qu'on soit tranquille ensemble, et puis qu'on soit heureux ensemble, tous ensemble, avec nos enfants, la famille. Voilà, c'est des choses qui
c'est vrai que toutes les bouderies ou toutes les distances qui sont prises d'habitude, les éloignements qui sont pris par la force des choses ou par des habitudes qui se sont installées pour équilibrer les caractères, là, c'est pas possible. Il faut trouver le moyen de réguler les choses plus rapidement parce que voilà, on peut pas se permettre de bouder pendant 8 jours dans son coin, quoi. Hein. Est-ce que pendant le confinement, euh, on a plus besoin d'attention et de moments d'intimité? Bah, de toute façon, de fait, il y a une intimité qui est l'intimité de la famille. En soi, une famille, c'est un lieu intime où il se passe des choses qui font partie du langage du groupe, des habitudes, des traditions, de la culture du groupe, et de toute façon, et qui ne sont pas forcément toujours connues. On a tous eu probablement l'occasion de découvrir un jour des amis qu'on connaît depuis très longtemps et de découvrir qu'ils ils font ça en famille, ils mangent ça comme ça, telle quantité. Vous voyez, des choses qui sont complètement inconnus, enfin, qu'on n'imaginait pas, hein, Ouais. et qui sont en fait la culture, c'est-à-dire au sens ce qui nourrit la personne, la famille, le groupe. Mhm. Et donc, par définition, la famille, ça a été, je dis bien ça a été, parce que jusqu'à ce qu'il y ait la prise de conscience générale et peut-être même au niveau social, politique, de la violence dans les couples, de la violence dans les familles, et où jusqu'à maintenant, on disait, c'est l'histoire du couple, c'est un crime passionnel, on ne voulait pas avoir. Et puis les enfants qui se faisaient battre ou tout ça, à moins qu'ils soient repérés par les assistances sociales, personne n'intervenait. Alors que maintenant, depuis quelques années quand même, entre la femme qui a le droit qui peut téléphoner de façon anonyme pour dire je suis battue, je suis malheureuse et tout ça, et puis l'enfant qui a un numéro de téléphone, là je trouve qu'il y a eu une évolution de la société très grande qui fait que l'enfant, la femme, enfin la personne fragile, on va dire, hein, parce que ça peut être aussi d'autres personnes, peut se manifester et sortir du secret familial. Mhm. Mhm. Ça, c'est aussi pouvoir être libre dans la famille, parce que s'il n'y a pas cette liberté-là, peut-être qu'on n'est pas libre dans la famille non plus. Mhm. Et en parlant d'intimité propre aux familles, est-ce que les intimités partagées, justement, sont les mêmes dans toutes les familles ou est-ce que, pas nécessairement culturellement, mais aussi culturellement, est-ce qu'on peut voir des différences ailleurs dans cette forme d'intimité, mais aussi dans les limites de cette intimité partagée? Alors, on parlait du baiser tout à l'heure et effectivement, on s'est aperçu, on sait bien que dans certains pays, on s'embrasse sur la bouche, on se frotte le nez, on se touche le front et un Français qui se trouve avec quelqu'un qui s'approche avec son visage. En tendant le front et le nez, il est très très inquiet, il se dit il va me toucher la bouche, il va m'embrasser sur la bouche. Alors que si c'est connu, ce sont d'après ce que j'ai compris en Nouvelle-Zélande, c'est un geste qui ne concerne que le nez et le front. Voilà, donc il n'y a pas d'ambiguïté, tandis que les Russes, et j'ai appris aussi que les Anglais se font un petit béco ce qu'on appelle un petit béco ici, sur la bouche, un petit toucher. Voilà. Et vous parlez, dans notre partage hier, vous avez parlé aussi des familles qui se massent. C'est une forme d'intimité aussi, mais j'ai une question de nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez redéfinir un peu le sens de l'intimité partagée? C'est quoi une intimité partagée? Est-ce que ça se limite vraiment à ce côté sexuel, par exemple, ou est-ce que cette intimité partagée, on peut inclure dedans les enfants? Qu'est-ce qu'une intimité partagée au sein d'un groupe familial? Je viens de parler de l'intimité partagée dans la famille, hein, donc on va dire le langage culturel, le langage commun, hein, autour de gestes, de nourriture,
d'habitude. Voilà, ça c'est une chose. Après, il y a l'intimité affectueuse, affective, qui est celle qui se partage avec l'enfant, avec même aussi entre parents. Enfin, le fait de s'embrasser, de se tenir dans les bras, de se faire des câlins, c'est quelque chose qui n'est pas sexuel, qui est au contraire une expression de la tendresse, de l'affection. Les baisers, on s'embrasse. Il y a des familles où on s'embrasse beaucoup, on s'embrasse à chaque fois qu'on sort de la maison, quand on arrive. Il y a des gens qui se disent bonjour le matin en s'embrassant, et puis des fois en ne s'embrassant pas. On a rencontré souvent, moi j'ai rencontré souvent dans mon métier des gens qui n'avaient pas été embrassés enfant et pour qui l'expression de cette proximité, du besoin de contact, de la chaleur affective n'était pas une habitude. Donc il y a une sorte d'habitude de froide, distance, et se trouver avec quelqu'un de très chaleureux et qui prenait très très mal justement cette distance. Et, et donc, pour revenir à l'intimité partagée, donc c'est cet aspect, je dirais, affectif qui se partage avec les gens qu'on aime, pour lesquels on a de la tendresse. Et puis après, il y a l'intimité sexuelle, qui est effectivement celle qui est réservée à la vie sexuelle, c'est-à-dire celle qui suppose un échange érotique et qui va jusqu'au sexuel. Alors l'érotisme, c'est quelque chose qui n'est pas forcément uniquement dans la chambre, ou dans le lieu inconnu de tous, de tous les autres, on va dire, mais parce qu'effectivement, l'érotisme, c'est la séduction aussi, qui est à voir avec l'image, la façon dont on s'habille, dont on se maquille, dont on se fait belle, dont on se fait beau, et pour se sentir bien déjà en soi, avec soi, parce que l'intimité, ça commence aussi par soi, hein, c'est une relation à soi. L'intimité partagée, c'est un entre-soi, c'est-à-dire je suis moi, tu es toi, et nous partageons ensemble quelque chose de notre unicité, enfin de notre personnalité propre. Et donc, bien entendu, quand le besoin est sexuel, à un moment donné, le besoin, c'est de s'extraire du regard des autres, parce que aussi, c'est quelque chose qui nous renvoie à notre intérieur du corps. Même si l'homme a un sexe qui se voit, il a aussi une pulsion, un besoin qui vient de l'intérieur du corps, de son cœur, de son désir, de son émotion, et comme la femme, bien entendu. Mais bon, quand on parle de l'intérieur, on parle toujours sexuellement, on pense tout de suite à la femme, mais l'homme aussi, il a le même besoin intérieur de partage, d'intimité. Hein. Ça se passe autrement, avec des codes différents, mais enfin, c'est la même chose. J'ai une question. Vous parliez de gestes et de langage corporel ou parfois de cet échange d'attention. Est-ce que ces gestes-là, ce langage-là peut être manifesté devant les enfants? Et quand on parle justement d'échange d'attention, que veut-on dire par cet échange d'attention? Est-ce qu'on peut le confondre avec les préliminaires, par exemple, ou est-ce que ça serait intéressant de faire la différence entre les deux? À condition que ces échanges soient brefs et discrets, ne soient pas envahissants, il y a la place dans une famille, dans un groupe, pour bien entendu échanger cette intimité, hein, de la relation érotique, sexuelle, amoureuse. Il faut elle doit être légère, mais on peut dire aussi que l'enfant, je reviens à l'enfant puisque c'est quand même lui qui est au cœur de cette fusion, hein, des parents. L'enfant est hyper sensible, il est branché, hein, sur l'inconscient des parents, donc il sent, même souvent que les parents le manifestent, il sent bien que les parents sont
en opposition, ou sont très amoureux, ou sont très désirants. Et souvent, l'enfant est à ce moment-là très, très demandeur et vient s'interposer. Et quand il voit les parents faire un baiser sur la bouche, bah, si c'est, enfin, la plupart des parents qui s'embrassent sur la bouche devant les enfants, c'est un baiser qui n'est pas un baiser sexuel, pas un baiser pénétrant, euh, mais très souvent, particulièrement au moment de comment dire, de l'Oedipe, l'enfant est branché complètement sur cette érotisation, sur le plaisir, quoi, le plaisir qu'il a avec son parent ou ses parents. Et donc, quand les parents s'embrassent, l'enfant veut la même chose. Et le baiser, il demande notamment à ce moment-là un baiser sur la bouche. Il provoque ses parents, son parent opposé en général, mais pas forcément. Et il provoque de faire un baiser comme papa ou comme maman, parce que bah, il se rend bien compte que là, c'est particulier et spécialement fort, quoi, hein. Et c'est cette intensité que l'enfant recherche dans la relation à l'autre, et notamment avec ses parents, puisque c'est la relation la plus intense qu'on puisse connaître jamais dans notre vie, la relation. Et on parlait un peu de la limite entre l'échange d'attention, mais aussi ben, je ne sais pas s'il faut confondre ça aussi avec les préliminaires juste avant ce moment d'intimité des parents. Est-ce que justement c'est la même chose où il y a une différence? Et est-ce que ceci peut avoir un impact sur l'enfant plus Oui, que... là, il faut être très clair. On a envisagé, dans le petite diapositive que vous verrez tout à l'heure, on a envisagé la dimension du massage. Puisque, effectivement, dans cette période de confinement, les tensions sont plus intenses. Il y a une nécessité de s'adapter, ne serait-ce que parce que bah, le défoulement d'aller courir, de travailler à l'extérieur, de rencontrer des gens, enfin plein de choses qui sont qui font le lot de l'équilibre de la vie. Là, tout est renégocié, on va dire. Et donc, l'ambiance est plutôt à des tensions à régler avec ce qu'on entend beaucoup malheureusement actuellement, la violence en famille, en couple, et les psychologues sont très sollicités pour justement faire en urgence par téléphone des consultations. Voilà. Et donc, dans les familles, on va dire qu'une famille qui saurait régler ses différends, ou qui sait verbaliser les choses au fur et à mesure, ou qui sait annoncer, avoir un partage des décisions. Bon, ça, c'est quelque chose qui s'apprend tout le temps dans le groupe, au fur et à mesure que l'enfant grandit, au fur et à mesure que le couple se construit. Et puis, malheureusement, c'est pas toujours le lot, pas toujours le cas des familles et des couples de savoir donner la parole, ou prendre la parole, ou faire circuler la parole, et qui est quand même la source faire la source pour trouver une solution, ou pour que chacun puisse s'exprimer et pouvoir faire la paix, et donc que la violence puisse s'apaiser et trouver un accord qui soit consensuel. Alors, donc, une fois que la parole a pu circuler, c'est vrai que bon, ça c'est essentiel, mais ce qui est apaisant essentiellement, il ne faut quand même pas oublier que nous sommes avant tout des mammifères, particulièrement quand les situations sont stressantes. Nous sommes des mammifères, et les mammifères se nourrissent, s'apaisent par le contact, par le toucher. Et c'est là que la dimension du massage est très, très importante. Elle est aussi culturelle, c'est-à-dire elle fait partie des différences culturelles. On en parlait l'autre jour. Les familles, il y a des familles qui se massent entre elles. Alors quand je dis famille, c'est peut être plutôt la grand-mère
avec la petite fille ou le petit-fils, masse-moi le dos, masse-moi les mains, masse-moi les pieds, j'ai mal aux jambes, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être des fois des familles qui ont l'habitude de se masser parce qu'il y a, je dirais, il y a 30, 40 ans, puis il y a maintenant, il y a eu une grande évolution, ce qui fait qu'il y a des générations qui connaissent le massage, qui savent ce que c'est que se faire masser. Le massage, c'est pas forcément, c'est d'ailleurs le massage en soi, moi qui suis kinésithérapeute, je le sais, puisque ça fait partie de la base de mon métier, le massage, c'est quelque chose qui n'est pas érotique, c'est une manière de soigner. Et même le vrai massage, c'est quelque chose qui est un peu énergique, qui va chercher profond les tensions. Et là, pour ça, effectivement, il faut être expérimenté. Enfin, c'est un métier, hein, ça s'apprend, pour justement pouvoir aller profond, chercher les tensions, qui sont les tensions essentielles, et qui vont faire qu'après, cette tension profonde lâchée, du coup, le corps va se délier complètement, s'harmoniser, et du coup, la personne être plus à l'aise avec elle-même, avec son intériorité, et donc, du coup, avec l'autre et l'intériorité de l'autre. Et donc, cette dimension du massage, qui est vraiment un facteur d'équilibre en groupe, est vue encore dans notre culture européenne, française particulièrement, comme quelque chose de érotique. Ça fait fantasmer beaucoup, toujours. D'ailleurs, c'est vrai, on a raison, parce qu'effectivement, un bon massage, et puis avec un bon échange, quelque chose qui permet de vraiment bien récupérer de la fatigue, de la tension, du stress de la journée ou de la vie ou du moment, et puis le repos qui va avec, et puis petit à petit, après ce repos, ou petit à petit, les choses s'enchaînent dans une communication, une permission, j'insiste là, enfin peut-être on y reviendra, après vers quelque chose d'érotique, bah, bien sûr que quand on est bien détendu, l'érotisme, l'échange, le désir sont beaucoup plus harmonieux Fluide. d'emblée pour naître. Hein. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Justement, fluide. Les échanges sont plus fluides, sont plus harmonieux et bah, le résultat aussi. Euh, Il y a une sorte de préparation des fameux préliminaires, hein, dans ouais. ma... Et effectivement, alors là, c'est là que j'hésitais pour vous le dire maintenant, mais je crois que c'est très important. C'est que, effectivement, comme le massage, c'est avant tout quelque chose d'emblée qui est fait pour détendre, c'est-à-dire mettre, réharmoniser, donner, faire du bien, échanger, donner quelque chose à l'autre. C'est pas pour soi qu'on donne un message d'emblée. Hein. Alors, Mhm. après, quand il s'agit après d'une érotisation, à ce moment-là, il s'agit de deux personnes, hein, puisque c'est je désire quelque chose ou quelqu'un, ou quelque chose de l'autre ou quelqu'un, ou je désire la personne qui est en face de moi ou que je touche, et je désire que l'autre me désire. Mais là, le passage, il est là. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour que mon objectif soit très clair. C'est-à-dire, demander à l'autre, est-ce que tu as envie? Est-ce que tu veux? Mhm. Vous voyez. Là, Mhm. il y a la nécessité d'un passage à un accord. Un Ouais. accord qui soit clair, c'est-à-dire verbal. Mhm. On avait déjà parlé de consentement dans le premier webinaire. Et pour revenir un peu sur la capacité de l'enfant de capter, même si on ne le remarque pas vraiment, les émotions, mais aussi l'agressivité, la jalousie, ce désir qui se manifeste devant lui et justement avoir besoin de partager ou pas parfois tous ces sentiments avec ses parents ou en faire partie. Donc, est-ce que c'est possible d'inclure les enfants dans l'intimité affective des parents? Et si oui, comment l'inclure alors dans cette vie affective des parents et quand, à quel moment? Bah, disons que quand vous évoquez cette situation, ça me fait penser à des images que j'ai vues, des gens, des familles. Les parents s'embrassent, sont un peu proches, un peu trop proches, et l'enfant qui est tout petit, là, il vient prendre la jupe de la maman ou le vêtement du papa, et puis il veut absolument être là, et souvent les parents prennent l'enfant dans les bras, et puis tous les trois, et l'enfant est ravi d'être au milieu des parents, et c'est un moment d'échange très, très
où l'enfant est vraiment ravi, quoi. Alors effectivement, dans notre période là où nous avons besoin probablement d'être apaisés, et particulièrement apaisé aussi avec les parents qui sont là, pourquoi pas partager des moments tout simples, pourquoi pas sur le canapé mettre l'enfant au milieu ou les enfants sur les genoux et puis regarder ensemble des films ou un dessin animé, quelque chose qui puisse être vu par toute la famille tout entière. Il faut pas, je répète encore, ce besoin et cette grande capacité, cette grande ressource que nous avons de nous apaiser par le contact. Alors, je reviens à l'idée du massage. C'est vrai que pourquoi pas partager des petits massages. Ça peut être le massage de la main, ça peut être le massage de la tête. Il y a une manière de se masser la tête comme ça, comme si on se lavait les cheveux, et puis on échange. Alors moi je te fais ça, et puis je fais des trucs comme ça, et puis maintenant je vais te masser la nuque, et puis après je vais le faire. On échange, on échange, on échange. Hein, c'est pas moi qui fais sur toi, et puis comme moi je fais sur toi, j'ai senti ce que tu me faisais, après je vais le faire, et puis comme ça, je vais faire comme j'ai senti. Et du coup, il y a un dialogue dans cet échange de gestes aussi. Vous voyez, et c'est valable, donc ça peut se faire tout à fait avec les enfants aussi. Ça peut être des petits jeux, de masser la tête, de masser. Après, ça peut être aussi une caresse des cheveux, masser le visage. Pourquoi pas se masser le visage ensemble? C'est quelque chose qui est très, je vais dire anodin, pas du tout, mais enfin, qui peut être partagé assez facilement et faire beaucoup de bien. Ça peut être des activités de groupe, hein, ça, de groupe en famille aussi. Ouais. Et Martine, j'ai juste une question. Parfois, au sein d'une même famille, on n'a pas forcément les mêmes habitudes, surtout dans un couple. Est-ce que ça peut créer des tensions euh, ou parce qu'on n'a pas, parce que les limites qu'on a déjà conçues pour nous-mêmes ne sont pas les mêmes pour le partenaire, par exemple? Oui, ça fait écho pour moi aux différences culturelles et à la difficulté de communication et à la nécessité de communiquer clairement et d'apprendre à communiquer clairement, ce qui est une grande histoire dans l'histoire du couple. Ça commence au début de la rencontre et ça durait, c'est jusque toute la vie du couple. Hein. Comment gérer ça? Ben, c'est la communication et je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, je ne sais pas. Au fait, encore une autre question qui pourrait peut-être éclaircir celle-là. Est-ce que dans le confinement, euh, on peut, on peut justement découvrir que lorsqu'on est en couple, notre partenaire a parfois des limites qu'on n'a pas, ou par exemple un rapport, une appropriation voilà, une culture qu'on n'a pas, qui peut créer une tension parce qu'on n'a pas forcément les mêmes habitudes, parce qu'on a vécu dans une famille qui, par exemple, montre son intimité d'une façon différente, et là qu'on est confiné et qu'on est peut-être plus susceptible ou on est plus poussé à se toucher, à Oui. s'embrasser. Voilà. Est-ce que ça crée des tensions dans les Ça couples ou peut, dans la c'est comme famille? toutes les différences. La différence attire, on le ressent comme une complémentarité. Elle est aussi sujet de conflit parce que à un moment donné ou à certains moments, la différence est difficile à accepter. Euh, c'est probablement une des raisons grande raison des conflits de couple, c'est la différence culturelle de chaque famille. Hein. Au-delà de la culture d'un pays à l'autre, chaque famille a ses codes et ce que je disais tout à l'heure. Chaque famille a ses codes et ses traditions. Pour un peu revenir aux jeunes adultes qui reviennent chez leurs parents pendant le confinement, mais parfois ils reviennent avec des partenaires. Forcément, il y aura peut-être des barrières qu'on se met inconsciemment. Comment gérer en tant que parent
la sexualité sous son toit, oui, de son enfant qui est maintenant adulte, mais aussi qui a un partenaire. Parfois, c'est une source peut-être d'inconfort pour les parents et pour les enfants. Oui, oui. Bon, on pourrait dire que l'enfant qui est jeune adulte a été adolescent et normalement, au moment de l'adolescence, l'enfant a manifesté le besoin d'avoir son territoire. C'est le moment où il met une affiche sur sa porte en disant on n'entre pas, où il veut avoir une clé, des choses comme ça. C'est souvent l'objet de conflits, tout ça. Et donc, normalement, les parents ont entendu que l'enfant qui est dans sa chambre doit être respecté et donc on n'entre pas sans avoir frappé ou bien on sait que, où l'enfant dit on ne me dérange pas. Voilà. Donc si cette habitude a été prise déjà, normalement ça ne devrait pas faire souci. Après, je dirais que peut-être que le frein il est peut-être plus du côté des jeunes adultes qui, on l'a souvent entendu, nous sexologues, dans nos consultations, quand je vais chez mes parents, je ne peux pas avoir de relations sexuelles parce que j'ai peur qu'on m'entende, j'ai peur, mais je crois que c'est plutôt une difficulté à s'assumer en tant que jeune adulte et affirmer sa particularité euh, de jeune adulte, justement, qui a une vie sexuelle. Alors, les parents peuvent être aidants là-dessus. Ils peuvent soit faire une allusion, de donner la liberté, de dire qu'ils sont grands, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur chambre, par exemple. Ça peut être des mots très, très, de comprendre qu'ils ont besoin d'un temps d'intimité. Voilà, qu'on peut dire, je comprends, vous avez besoin d'être un petit peu ensemble, sentez-vous libre. Je sais pas moi, je sais pas, c'est très très personnel, mais ce qui est important, c'est de dire ce qu'on ressent soi-même et particulièrement sur cette base que l'enfant est libre, le jeune adulte aussi, et qu'il a le droit et la nécessité de pouvoir avoir sa vie intime de toute façon, même si on est dans une période où la promiscuité est très resserrée, quoi. Mhm. Mhm. Donc, forcément, on sait que la sexualité peut être source de bien-être en ce moment. Donc, il est très important de laisser un peu à part ces barrières entre parents et enfants et s'entraider pour trouver vraiment un cadre idéal pour vivre ce confinement. Bien évidemment, le confinement peut modifier l'intimité familiale qui a été mise en place jusqu'à là. Donc, le rapport avec, au corps et à l'espace des autres, lui aussi va changer, bien forcément. Oui, oui, oui. On est probablement dans une crise enfin, de force, étant donné le problème sanitaire, mais une crise de société, puisque tout le monde se retrouve confiné dans son groupe familial, alors que justement, plutôt la tendance depuis quelques dizaines d'années, c'est que les familles s'éparpillent. Avant, les familles étaient resserrées, et maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont à l'autre bout du monde et tout ça. Et donc, c'est une opportunité probablement de grandir ensemble, et d'où les conflits hein, aussi. Les conflits, ça marque qu'il y a des choses à régler. Alors malheureusement, ça peut être dramatique, mais euh, c'est ferment de quelque chose qui peut évoluer vers une émergence, vers l'émergence de l'affirmation de chacun hein, et de l'acceptation de la place de chacun et dans sa différence. Et c'est dans ça que je trouve on a une opportunité dans notre société de grandir ensemble et probablement de devenir plus adulte face à nos parents. Hein, ce qui n'est pas facile. Hein. On sait comment les conflits familiaux sont très aigus quand les couples se forment et notamment quand ils ont des enfants et où justement ils forment une cellule et que là il y a un réajustement extrêmement sensible d'une famille à une autre qui se forme hein, et où les places se modifient et où il est question que les parents acceptent totalement
que l'enfant devienne adulte, ou les enfants, et que les enfants aussi acceptent que leurs parents sont des adultes aussi qui ont leur mot à dire, mais que voilà, on devient plus égal. Mhm, mhm. Et en tant que masseur kiné et sexologue, on remarque comment comprendre ce rapport avec son corps qui change et est-ce que ce rapport qui change va nous permettre de réinterroger un peu le rapport à la peau aussi. Donc, Alors, en tant oui, ouais. oui, le paradoxe, c'est effectivement ce que vous dites là, c'est-à-dire qu'effectivement, en famille, il y a une proximité plus grande et effectivement, peut-être l'opportunité de trouver des rituels de détente sur un autre mode que ceux qui sont habituels, qui étaient avant. Et puis, par ailleurs, il y a quand même, avec l'extérieur, alors du coup, ça marque fort la différence, avec l'extérieur, la nécessité d'arrêter de se toucher, de s'embrasser, de se tenir à distance, enfin, et là, au contraire, on est obligé, tous les copains, les copines qu'on embrassait, surtout dans le Midi, là, les gens s'embrassent beaucoup, on est obligé de rester à distance. Et ça marque vraiment un changement de relation. L'autre jour, je me disais, du coup, on se dit bonjour comme ça, ou même pas, on se dit bonjour, on reste. Comme on fait attention, il faut. Ah oui, ça fait 1 mètre. Bon, d'accord, ça va. Et du coup, on joue même plus. J'ai remarqué qu'au début, les gens jouaient en se touchant le genou, le coude, le pied, je sais pas quoi. Et on le fait même plus. Hein, voilà. Donc, il faut y penser aussi ça. C'est quand même le contact, même avec l'étranger, l'étranger, celui qui arrive dehors et qui, c'est important qu'il y ait des signes de reconnaissance. Ça peut être aussi un geste de respect, hein, comme celui-là, qui est un très beau geste. Enfin, chacun selon sa culture aussi. Hein, ce qui est important, c'est de rester fidèle à soi-même et à ce qu'on ressent profondément pour pouvoir évoluer dans une période où tout bouge. Je dirais que le mât, si je peux te prendre cette image-là, le mât, c'est nous. C'est-à-dire, c'est nous qui devons nous prendre dans ce qui est le plus essentiel dans notre intimité pour dire nous existons et nous allons donner où je donne, je m'adapte à cette situation, mais en étant fidèle à moi. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on peut arriver à partager cette liberté, cette autonomie et être vraiment responsable. Mhm, mhm. Et enfin, pour terminer sur une note positive pour les parents, même les parents confinés, bien notamment avec des enfants, mais aussi en famille, donc avec grand-mère, grand-père, et qui considèrent ce confinement comme une punition, quels conseils donner et aux parents pour vraiment conserver leur intimité, mais aussi pour vivre ce confinement au mieux possible dans ce cadre familial? Mais je vais revenir aux règles de tout à l'heure, enfin au contexte. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que j'ai entendu, et je trouve ça très bien, c'est positionner des règles dès le départ. Être conscient que là, les règles sont complètement changées, les rituels sont changés. Il faut mettre des règles, un minimum de règles, pour que de ces règles de base essentielles puissent naître un échange qui soit vivant et qui permette le jeu et aussi, hein, parce que sans règles, pas de jeu. Hein. Mhm. C'est important qu'on puisse aussi rire et être complices tous ensemble. Martine, je vous propose de passer à votre PowerPoint pour un petit récapitulatif et aussi quelques idées que vous partagerez avec nous. Merci, Grâce. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a un tout petit décalage entre la photo et le son. Voilà. Sur votre première slide. Alors, confiné en famille, comment préserver l'intimité? Ne pas rêver pour pouvoir désirer. Regarder les choses en face. Plusieurs facteurs vont impacter la place du partage intime du couple et de sa capacité à inventer une continuité érotique. Cela dépend du type de couple que vous êtes. Un jeune couple très amoureux avec un jeune bébé qui dort beaucoup,
un couple de parents, hein, j'insiste, j'ai le mis entre parenthèses parce qu'il y a de fait des gens qui sont manifestement mariés ou qui ont fait des enfants parce que leur grand désir, leur lien, c'est les enfants. Et alors qu'il y a des parents qui sont passionnels, qui s'aiment et qui ont des enfants, c'est pas forcément exactement le même genre de couple, hein. Voilà. Donc des couples de parents avec des petits enfants aussi et des adolescents. Donc dans le même lieu, des parents avec enfants en alternance, ce que je disais tout à l'heure, hein, qui permettent probablement des respirations, permettent de passer d'une casquette à l'autre peut-être plus facilement. Un couple passionnel, conflictuel, atypique, il y a des couples qui vivent dans des lieux différents et qui sont en ce moment aussi séparés, qui n'ont pas pu se rapprocher avant le confinement et bon, c'est une situation particulière. Un couple de longue durée qui a partagé des épreuves et qui en a vu d'autres et qui saura probablement mieux, peut-être mieux gérer les tensions ou la particularité, mais pas forcément, parce que quand on vit ensemble depuis longtemps, on a des fois pris des habitudes, je dirais, d'équilibre, c'est-à-dire de faire un peu sa vie à côté pour pas trop se confronter au caractère de l'autre ou trouver un équilibre, ce qu'on appelle, hein, et que là, bah, le confinement peut mettre le doigt sur des différences ou des difficultés ou des impossibilités à, à régler les tensions. Ça, les psychologues vont avoir beaucoup de travail. La maladie, donc, est présente et donc il faut prendre en compte l'anxiété, hein, et regarder en face la situation, les contraintes, accepter, créer les meilleures conditions possibles ensemble pour pouvoir désirer. Hein, sans acceptation de la réalité, ben, le désir, il n'a pas beaucoup de place, hein, puisqu'il n'y a pas moyen de faire la paix. Ce qui est important, c'est le bien-être d'être soi dans cette situation-là. Alors, je ne rêve pas quand je dis ça, mais il faut qu'il y ait un minimum de bien-être possible, en tout cas quelque chose d'acceptable pour pouvoir désirer en tout cas. L'intime. Donc l'intime, c'est ce qu'il y a, c'est comment je me situe dans mon couple, c'est-à-dire ce que je vis moi à l'intérieur de moi par rapport à ça. Donc il y a effectivement dans les couples qui vivent ensemble depuis longtemps, ou même, ça dépend des couples d'ailleurs, des habitudes de chicanerie, des réactions d'ego, d'affirmation, qu'on pourrait situer quand même à la superficie. Je ne méprise pas la nécessité de l'ego, qui est une nécessité relationnelle, mais si elle est trop en superficie, trop réactivée, elle prend toute la place de la profondeur et de la réelle relation qu'il y a dans le couple, ce qui est très très fréquent quand on s'énerve pour des petites choses qui peuvent être tout à fait symboliques et très importantes, hein, par ailleurs, bien entendu, mais le signe, je dirais, c'est pour ça que j'ai mis ensemble ces deux phrases, réévaluer les chicaneries, et ce que je désire quand il ou elle s'éloigne. C'est-à-dire que souvent on est énervé par l'autre, on ne peut plus et tout ça. Puis dès qu'on est sorti, qu'on ne l'a pas vu depuis 5 minutes, on l'appelle en lui disant je t'aime ou comment vas-tu ou qu'est-ce que tu fais ou quand est-ce que tu rentres et tout ça. Ça veut dire que effectivement, il y a une part de nous qui s'énerve et qui n'en peut plus parce qu'il y a des choses qui peuvent être encore une fois symboliques des habitudes, de la situation, de la place de la femme ou de l'homme et des choses qui ne sont pas réglées facilement. Et puis, en même temps, au fond, bah, il y a quelque chose de l'autre qu'on désire, qu'on aime profondément, qui nous relie, des liens, des valeurs, des choses qui font que bah, ça, c'est beaucoup plus loin, beaucoup plus fort et peut-être éternel. Mm-hmm. Alors, le rêve, l'envie, le rêve, bon, je sais pas. Pardon. Alors, ce que j'exprime comment, je reviens au confinement, hein, envoyer des signes discrets, attendre la réponse, recommencer autant de fois que nécessaire. Ça, j'insiste sur cette dimension-là parce que très souvent, on envoie un signe et puis on est dans le désir d'une réponse immédiate qu'on peut imaginer, ce qui reste le rêve de tous, la fusion qui fait que le premier petit signe va être entendu et on va être totalement satisfait par cette petite demande et c'est un peu le prince charmant ou la princesse charmante aussi. Et ben, c'est pas toujours le cas et pourquoi pas recommencer
autant de fois que nécessaire, particulièrement en ce moment où quand même tous ont fait un effort d'adaptation. Et ce serait comme faire la cour. Je ne parle pas de faire la cour forcément, mais vous voyez, c'est un peu comme faire la cour. Quand on fait la cour, on y revient, on laisse l'autre arriver, voilà, on laisse de l'espace. Voilà, un peu. Et comme il n'y a pas beaucoup d'espace dans les maisons, souvent, ben, si on peut en mettre un peu dans son cœur et dans son intelligence, dans sa compréhension, dans son empathie, ben ça peut être très très bon de pouvoir donner ça à l'autre déjà. C'est un signe de grand respect. Hein. Donc des gestes d'attention, ça peut être voilà, d'attention, le frôlement, un post-it, un SMS, un message, un téléphone, enfin, voilà ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Et si refus, bah voilà, bah si refus vraiment, bah prendre en charge cette tension. Si c'est une tension sexuelle, bah il faut penser à la satisfaction solitaire qui peut se faire dans la salle de bain la nuit, voilà, réguler. Et puis c'est quelque chose d'émotionnel. Hein, donc ça peut être sexuel le besoin, ça peut être aussi un besoin d'affection, de toucher, de rapprochement simplement et qui crée une tension ou un besoin de satisfaire une tension. Et cette tension n'est pas forcément le responsable de l'autre ou dépendante de l'autre. Elle peut être, si vous n'étiez pas avec l'autre, vous auriez peut-être ces tensions et qu'il y a plein de choses. Et moi, j'insiste sur la respiration et surtout l'étirement, le bâillement. L'étirement, le bâillement, ce sont des ressources. Et ça, il faut vraiment le dire. Je tiens à passer ce message. L'étirement et le bâillement, ce sont des réflexes archaïques. Vous avez eu tous des bébés puisque vous êtes parents. Les bébés, ils savent bâiller et s'étirer sans qu'on ait eu besoin de leur expliquer. C'est un réflexe. Nous avons tous, parce que c'est un réflexe, nous avons tous, tout le temps, toute notre vie, cette ressource-là. Sauf que, à cause de l'éducation, du formatage, on va dire culturel, on oublie, on perd l'habitude de ça. Et on oublie cette ressource. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut cultiver, qu'on n'a même pas besoin d'apprendre, il faut le retrouver. Alors, il y a plein d'écoles de tout genre, de toutes sortes, qui ont été évoquées dans l'Intimus déjà, qui font partie de ça, à retrouver cette capacité profonde de s'étirer, le yoga par exemple, et d'autres choses, le bâillement, qui est vraiment quelque chose qui permet d'ouvrir la bouche, la gorge et lâcher les émotions, le trop-plein émotionnel, réharmoniser. Alors l'autre, l'intimité partagée, sa réponse, donc ce qui est possible, hein, faire ensemble, gérer la frustration inhérente à la situation. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être à dire, qui peut créer de la complicité. Il dit, bon, bah là, on fait ce qu'on peut, là, hein, et puis voilà, on en rigole. Pourquoi pas hein, si c'est possible. Hein. Donc le surmenage, l'anxiété seront le contexte de la réponse. Partager un moment unique avec ce qui est possible, le temps des câlins, de prendre dans ses bras, un baiser appuyé plus ou moins, toucher les cheveux, la nuque, masser le dos, le corps, tout le corps avec le contrat de la limite, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le dos, ça peut se faire en famille, les pieds aussi, le visage, mais le corps général, non, pas dans ce contexte-là. Ça demande vraiment d'être à part, seul à deux. Enfin, à deux. Érotiser le toucher, donc le massage qui glisse vers l'érotisation en écoutant la réponse. Hein. Écouter la réponse, c'est-à-dire c'est le corps, la personne qui accompagne le geste. Mais le geste peut être accompagné et que ce ne soit pas forcément une invitation à aller tout de suite vers le sexuel. Donc il y a toujours la nécessité d'aller par paliers, par étapes, marquer une pause, attendre que l'autre réagisse peut-être, dit bah alors tu continues ou hein, par exemple, ou bien simplement pourquoi pas, est-ce que ça te va, est-ce que je peux continuer, j'ai envie de ça, voilà, annoncer. Ne pas hésiter à passer par les mots, ça ne va pas casser le charme. Au contraire, ça va le permettre de le continuer. C'est-à-dire que des fois, on a l'illusion que le charme continue et l'autre, pendant ce temps-là, il est en train de faire un effort. Et puis, au bout du compte, le plaisir ne sera pas au rendez-vous. Vous voyez, la satisfaction pleine ne sera pas au rendez-vous parce qu'il y a eu un décalage à un moment donné. L'autre n'a pas su ou ne s'est pas senti, ou n'a pas su
hein, aussi, il est responsable de ça aussi en partie. Il n'a pas su manifester qu'il n'était pas tout à fait en accord. Hein. Il s'agit de trouver un accord, une harmonisation. Hein. L'harmonie, c'est un accord entre deux personnes. Donc cet accord, il doit se faire par palier en étant attentif à l'autre. Donc chacun, voilà, la maladie, oui, on peut faire des échanges, mais après avec un certain nombre de limites, vous le savez. Et il ne faut pas oublier que l'autre est le miroir d'une part de l'inconscient. L'un est le miroir d'une part de l'inconscient de l'autre. Donc nous sommes dans une crise qui nous demande de grandir et d'être adultes. Hein, on le voit qu'il ne s'agit pas de faire des caprices et de dire je veux, je veux, je veux. Là, on ne peut pas. On ne peut pas dire, voilà. Alors, la spontanéité des jeunes amoureux et du jeune couple libre, ça, c'est un peu difficile hein, en ce moment. Mais pourquoi pas, ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas de place pour des choses peut-être encore plus grandes et plus belles. Donc, la sexualité des parents, des enfants, des adolescents, on en a parlé tout à l'heure, rencontre dans le confinement une contrainte particulière qui n'est pas un interdit. Et ça, c'est très important de le faire sentir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la permission discrète, complice, affectueuse des parents avec l'un ou l'autre ou les deux jeunes adultes, ça peut être tout à fait généreuse, on va dire. Hein. Alors, les couples jeunes adultes sous le toit, voilà, et effectivement, auront peut-être l'occasion de s'affranchir de l'abstinence si répandue quand on va chez papa et maman. Il faut réévaluer son expression au respect de l'autre et de sa dignité, marquer les limites du partage intime quand c'est nécessaire, privilégier les moments d'isolement pour les satisfaire, que ce soit clairement un isolement et éventuellement le dire. C'est être responsable dans cette situation exceptionnelle. Voilà. Je remercie toute l'équipe et maintenant je veux vous partager avec vous un poème de Baudelaire qui s'adresse à une femme qu'il désire et qui le comble, pardon. C'est un poème qui fait partie du livre Les fleurs du mal. Le rythme du poème, la musique des vers, l'intensité du moment, l'imaginaire aussi un peu décalé pour nous maintenant, et enfin sa sensualité érotique seront, je l'espère pour vous et je le souhaite, une porte ouverte vers les plus grands délices de la rencontre. Donc ça s'appelle Tout entière. Le démon dans ma chambre haute, ce matin est venu me voir et tâchant à me prendre en faute me dit « Je voudrais bien savoir, parmi toutes les belles choses dont est fait son enchantement, parmi les objets noirs ou roses qui composent son corps charmant, quel est le plus doux ?» « Oh mon âme, tu répondis à l'aborée, puisqu'en elle tout est dictame, rien ne peut être préféré. Lorsque tout me ravit, j'ignore si quelque chose me séduit. Elle éblouit comme l'aurore et console comme la nuit. Et l'harmonie est trop exquise qui gouverne tout son beau corps pour que l'impuissante analyse en note les nombreux accords. Ô métamorphose mystique de tous mes sens fondus en un. Son haleine fait la musique, comme la voix fait son parfum. Très beau. Merci à vous et à toute l'équipe m'avoir permis ce partage avec vous et puis aussi avec toutes les personnes qui cherchaient probablement dans cet intimus soit un accompagnement, une aide, une information, quelque chose qui les a guidés ici. Merci Martine pour cet échange. Bien évidemment, on a beaucoup de commentaires. Merci Martine, très apaisante. Merci beaucoup Martine. Merci à nos auditeurs. Merci pour leur participation, pour leurs questions, mais aussi à vous Martine pour cet échange très enrichissant et cette note poétique extraordinaire.
Je remercie aussi Philippe Le Gonidec à la technique et Georgina Lepoul, mon assistante aujourd'hui, dans l'ombre toujours, pour le soutien. Donc, c'était notre 14e session Intimus. Retrouvez cet échange sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Mais aussi pour tous ceux et celles qui voudraient aller plus loin sur les thématiques abordées de ce matin, vous pouvez trouver une bibliographie sur la vidéo de la chaîne YouTube. Nous vous donnons rendez-vous cette fois-ci le mercredi prochain, le mercredi 22 à 11 heures, toujours sur Zoom ou sur le Facebook Live, pour accueillir ensemble Céline Tran et avec qui nous aborderons la question de la pornographie. D'ici mercredi, je vous souhaite une très belle journée, Martine, et à nos auditeurs aussi, mais aussi un très bon confinement. Merci beaucoup.